Élèves de la première, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un nouveau chapitre. C'est le chapitre de l'aspect énergétique dans les phénomènes mécaniques. Et dans ce chapitre, on va le diviser en deux. Donc, il y aura cette vidéo, on va traiter une notion et dans une deuxième vidéo, une deuxième notion. Ce chapitre, selon notre séquence, c'est le 7e chapitre, mais dans le livre qu'on suit, c'est le livre Borda, c'est le chapitre 12. Aspect énergétique des phénomènes mécaniques. Si on regarde cette petite photo, on voit qu'il y a des personnes qui travaillent, des personnes qui ne travaillent pas, quelqu'un qui est endormi, donc apparemment il ne travaille pas. C'est quoi le lien? Bon, voyons. Le plan du chapitre, donc j'ai dit qu'on va faire deux notions. Donc la première notion, c'est le travail, ce qu'on va voir dans cette vidéo, et dans une autre vidéo, l'énergie. Donc le travail, on va voir ensemble, c'est quoi le travail d'une force constante, le travail, les deux genres de travail du poids, force de frottement, force conservative et non conservative, et pour passer après aux énergies. Donc on va commencer par le travail d'une force. La notion du travail, dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie courante, quand on dit quelqu'un travaille, ça pourrait être un travail physique, ça pourrait être un travail mental, comme vous voyez dans les figures ici. Donc le fait de courir, de manger, le fait de parler, peut-être le fait de lire, un travail mental. Donc ça c'est la vie, dans la vie courante, on dit ça c'est un travail. En physique, c'est un peu différent. En physique, quand je dis travail, normalement je dis le travail d'une force, pas le travail de quelqu'un. D'accord? Voyons par exemple cette personne. Cet homme-là, il est en train de pousser le mur. Bien sûr, évidemment, le mur ne se déplace pas. Est-ce que je peux dire qu'il fait un travail? Bon, dans dans la conception actuelle du mot travail général, on dit oui, il est en train de se travailler et la preuve qu'il se fatigue après un certain temps. Mais en physique, c'est pas la même chose. En physique, ici, le mur ne se déplace pas. Donc là, la force qu'il a faite, qu'il a exercée pour pousser contre le mur, n'a pas fait un travail. D'accord? Si je vois cet exemple, une personne en train de soulever un seau, d'accord? Donc elle exerce une force F pour le soulever. Cette force F, pendant le soulèvement du seau, elle a fait un travail, car le seau il est soulevé, contrairement au mur. Mais si, comme on voit en bas, que la personne se déplace horizontalement maintenant, elle va marcher. D'accord? Le seau étant soulevé, elle va marcher. Cette personne-là, la force qu'elle est en train de faire pour tenir le seau, est-ce que cette force fait un travail? Bon, en fait, non. Parce que cette force-là, elle n'est pas dans la même direction que le déplacement. D'accord? Il y a forcément une autre force qui fait le travail. C'est la force, si vous voulez, musculaire de la personne qui est en train d'avancer. Donc là, un autre exemple où cette force, elle fait un travail, mais dans le mouvement vertical, mais ne fait pas un travail dans le mouvement horizontal. Je prends l'exemple d'un livre. Un livre tombe. Donc il tombe, vous savez que c'est l'effet de la gravité. Mais effectivement, l'effet de la gravité, la force gravitationnelle n'est pas une force que vous connaissez déjà qu'on appelle poids. Le poids, est-ce qu'il fait un travail quand le livre tombe? Si on va raisonner de la même façon qu'on a raisonné ici, donc le poids il est vertical, l'objet tombe verticalement, donc oui, il fait un travail. Alors, qu'est-ce qu'on peut généraliser? On peut dire qu'une force, elle effectue un travail si son point d'application se déplace pourvu qu'elle ne soit pas perpendiculaire au déplacement. D'accord, donc ça c'est si vous voulez un début. D'accord? C'est quoi quand est-ce qu'une force fait un travail? Donc le mur ne se déplace pas, donc la force ne fait pas un travail. Dans le saut ici, la force F qui soulève le saut pendant le déplacement horizontal, elle n'effectue pas un travail. Donc cette généralité, on va la décomposer. On va voir des cas, ok? Plein de cas. Mais avant de voir des cas particuliers, voyons. Le travail, effectivement, c'est une grandeur
qu'on mesure, est une grandeur qu'on calcule. Alors, on va lui donner une certaine notation. On va la noter par une certaine lettre. Vous allez la voir après. Mais déjà, essayons de discuter ensemble de quoi dépend le travail d'une force. Donc ça, c'est un exemple. Un objet qui est déplacé grâce à une force, ou bien peut-être pas grâce à cette force. Il se déplace de A à B. Il y a cette force. Est-ce que cette force, elle fait un travail? Donc, puisque il y a un déplacement, et deux, cette force n'est pas perpendiculaire, donc évidemment, elle fait un travail. De quoi dépend le travail de cette force? Donc, on va essayer de voir ensemble le travail d'une force. Et dans ce chapitre et sur votre programme, on ne va pas aller au travail d'une force qui n'est pas constante, c'est-à-dire une force qui varie au cours du mouvement. Donc, le travail d'une force constante, de quoi elle dépend? De quoi il dépend ce travail? On va tout d'abord penser à dire que le travail dépend de la force F, évidemment. Si on exerce une force plus grande, il y a un plus grand travail qui va être exercé. Donc, dépend de la force. Ça dépend du déplacement. Si j'ai une force, disons, de 5 newtons, qui fait un déplacement de 2 mètres, et une même force de 5 newtons fait un déplacement de 10 mètres, quel est le travail effectué par cette force qui est plus grand? Donc forcément quand ça a fait 10 mètres. Donc je peux dire que le travail de cette force dépend aussi du déplacement. Donc jusque là, nous avons que le travail dépend de la force F et dépend du déplacement AB. D'accord? Il y a encore un facteur. Ce facteur-là, pour lequel on a dit que si elle est perpendiculaire, il n'y a pas de travail. Donc à votre avis, c'est qui ce facteur-là? En fait, vous allez penser et dire que c'est l'angle. Car si l'angle était 90 degrés, il n'y a pas de travail. Alors l'angle joue un rôle important. Donc l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Donc si on met ces trois facteurs ensemble en une formule, en une relation, on va voir que le travail d'une force, je vous ai dit qu'on va le noter par une lettre, donc on va le noter par W. W qui, si vous voulez, qui vient de l'anglais work. The work of a force, le travail d'une force. Donc le W de la force pour aller de A à B, c'est comme ça qu'on note. Okay? Il faut toujours mentionner la force, puisque on vient de dire, ou bien on a déjà dit au début qu'on ne dit pas le travail de quelqu'un. En physique, on dit le travail d'une force. Et il faut préciser pour quel déplacement, car le travail d'une force varie avec le déplacement. C'est égal. Ça, c'est le produit scalaire. En maths, le produit scalaire, normalement, vous devez l'avoir appris. C'est le produit entre deux vecteurs, c'est-à-dire le vecteur f fois le vecteur AB. Si on le développe, ça va donner f fois AB fois cosinus de l'angle. Et vous remarquez, ces trois facteurs, ce sont les facteurs qu'on vient de mentionner avant. Donc, c'est évidemment un produit scalaire. Donc, f fois AB fois cosinus de l'angle alpha. Parlons un peu d'unité. Dans le système SI, le travail il est exprimé en joules. La force en newton et le AB c'est en mètres. D'accord? Donc, newton-mètre, ça fait joule si vous voulez, mais on lui donne le nom de joule, donc l'unité joule. Passons maintenant à quelques cas particuliers, pour un peu retrouver ce qu'on a dit au début. Donc, si je prends l'exemple, le même exemple qu'on a vu, il y a un angle alpha, mais dans cet exemple, on va se concentrer sur un angle alpha aigu. Donc, un angle alpha entre 0 et 90 degrés. Ce qui fait que le cosinus de cet angle est plus grand que 0. Et par suite, le travail de cette force, ça va être un travail positif. F fois AB fois cosinus alpha, donc c'est un travail qui est positif. C'est quoi le sens, la signification d'un travail positif? Ici, c'est que la force F, elle est en train de favoriser, de jouer en faveur du déplacement. D'accord? Donc, elle n'est pas opposée au déplacement, elle ne va pas freiner ou bien ne va pas retarder le déplacement. Par contre, elle est en train d'ajouter au déplacement. Donc, on peut dire que c'est pour cela le travail est positif. On va le noter un travail moteur. On va le nommer un travail moteur. Donc, un travail moteur, c'est un travail
d'une part, c'est un travail positif si on va le penser mathématiquement, mais aussi du point de vue physique, c'est que cette force, elle est en train de favoriser le mouvement. D'accord? Alors, si par exemple, je vois toutes les autres forces qui agissent sur cet objet, j'en ai d'autres. Nous avons le poids, nous avons la réaction normale. Et s'il y a frottement, il y a frottement. Donc, on n'a pas étudié toutes les forces, car la question, c'était le travail de la force F, tout simplement. Mais parmi ces quatre forces, si jamais le frottement existe, lequel est en train de favoriser le mouvement? C'est pas le poids, car le poids il a tendance à pousser verticalement vers le bas et il n'y a pas de déplacement vertical, le seul déplacement est horizontal. Si on a un plan incliné, on va le voir après, donc là le poids il agit, il fait un travail, mais le poids ici ne fait pas de travail. Ni la réaction normale qui est verticale vers le haut, car aussi il n'y a pas un déplacement vertical. Et si on va parler du frottement, en tout cas on va en parler, on va parler du frottement tout à l'heure. Donc, mais le frottement c'est opposé, donc bien sûr il n'est pas en train de favoriser le mouvement. Donc c'est ça. La force F, elle est en train de favoriser le mouvement, c'est-à-dire elle fait un travail moteur. Mais pour vous, si vous voulez, vous pouvez maintenant prendre ça en considération en disant que si l'angle alpha il est aigu, donc le travail il est moteur. Un des cas trop particuliers pour cette condition, pour alpha égale à 0 degré. Et si alpha égale à 0 degré, à votre avis, le travail sera égal à combien? En effet, cosinus alpha égale à 1, n'est-ce pas, car cosinus de 0 égale 1. Et le travail de f, qui est f scalaire AB, sera f fois AB fois cosinus 0, donc f fois AB fois 1, donc f fois AB. Alors, la relation vectorielle f scalaire AB devient f fois AB. Donc, ça c'est l'exemple. Donc, si f est dans le même sens que le déplacement, bien sûr le travail il est toujours moteur. Et là, on voit qu'il va prendre sa valeur maximale. Car vous savez que le cosinus, la plus grande valeur du cosinus c'est 1. Toutes les autres valeurs de cosinus, s'il est positif, puisque nous sommes dans ce cas, c'est plus petit que 1. Donc la plus grande valeur que le travail peut avoir, c'est quand c'est alpha égale à 0. Très bien. Un autre cas, si la force F fait un angle obtus avec le déplacement. Donc dans ce cas, alpha est négatif, cosinus alpha est négatif, et le travail sera négatif. Un travail négatif, ça veut dire que ici F n'est pas en train de favoriser le mouvement, elle est en train, si vous voulez, de résister au mouvement. Elle est en train de peut-être tarder le mouvement. Donc on va dire que ça c'est un travail, on l'appelle un travail résistant. D'accord? Et de la même façon, un travail résistant, c'est ou bien quand le travail est négatif, ou bien si vous regardez la force, vous voyez l'angle qu'elle fait avec le déplacement est obtus. Ça c'est un travail résistant. Et prenons le cas extrême où alpha c'est 180. Donc si alpha égale à 180, donc c'est-à-dire F et AB sont de sens opposé, et par suite le cosinus égale moins 1, donc travail de F qui est F scalaire AB sera F fois AB fois cosinus alpha, donc F fois AB fois moins 1, donc c'est moins F fois AB, comme vous voyez ici. Moins F fois AB, c'est le travail, et ce travail, on a dit qu'il s'appelle, on le note ou bien on le nomme, c'est un travail résistant, et ce travail résistant, c'est un travail, comme on a dit avant, qui résiste au mouvement. Maintenant, pour moins 1, la valeur est minimale. Donc, minimale ou bien maximale en valeur absolue. D'accord? Bon, maintenant, prenons le cas intermédiaire. Nous avons parlé du cas où alpha entre 0,90, du cas où alpha entre 90 et 180. Le juste milieu, alpha égale 90. Donc, alpha égale 90, c'est-à-dire que la force, elle est perpendiculaire à AB. Si la force, elle est perpendiculaire à AB, on va un peu retrouver ce qu'on a dit au début. Nous avons dit que la force n'effectue pas un travail, ou bien elle effectue un travail pourvu qu'elle soit non perpendiculaire, qu'elle ne soit pas perpendiculaire au déplacement. Donc, ça c'est la force quand elle est perpendiculaire. Donc, le travail c'est quoi? Je crois que vous avez tous deviné. Le travail, puisque perpendiculaire, donc alpha égale 90, cosinus alpha égale à 0, donc le travail il est égal à 0. Dans ce cas, on dit que la force ne travaille pas. D'accord?
Ok, prenons un petit exemple de calcul. On va calculer le travail. Donc l'exemple, il est tiré de votre livre aussi. Donc une pomme de masse 130 grammes chute verticalement d'une hauteur de 1 mètre. Le poids qui modélise l'action mécanique de la Terre sur la pomme est une force constante. Donc nous avons dit on ne va pas travailler les forces qui ne sont pas constantes ou bien qui varient en fonction du temps. Vous allez me dire mais que le poids varie avec l'altitude. Vous avez raison. Le poids varie avec l'altitude, mais pas pour de petites altitudes. Donc là, le déplacement, ce n'est que 1 mètre. Donc 1 mètre, c'est rien. Dans 1 mètre, à peine, il va pas varier. Donc peut-être que chaque 1 km, il varie de quelques pourcentages, mais 1 mètre, c'est rien. Donc la question, c'est trouver le travail. On va calculer le travail du poids. OK? Le poids P et le déplacement AB ont la même direction. Et puisque la balle, elle tombe, donc là, on aurait pu vous demander quand pas la balle, la pomme, quand la pomme, on la jette vers le haut. Quand on la jette vers le haut ou bien quand on la jette vers le bas, le poids fait un travail, mais ça diffère. Quand on la jette vers le bas, le travail, il est moteur. Quand on la jette vers le haut, le travail, il est résistant. Donc, le cas dans cet exemple, c'est quand la pomme tombe vers le bas. Pour calculer le travail, on va faire la formule. Travail du poids égale P scalaire AB, donc c'est P fois AB fois cosinus de l'angle entre P et AB. L'angle entre P et AB, donc regardez, le P il est vers le bas et AB il est vers le bas. Donc l'angle entre eux c'est 0. Si la pomme monte de B vers A, donc le P il est vers le bas, le déplacement il est de B vers A. Donc nous avons ici deux vecteurs opposés. Donc l'angle entre ces deux vecteurs sera de 180. D'accord? Donc c'est comme ça on peut repérer l'angle. Donc revenons à cet exemple. La pomme tombe vers le bas. Donc P fois AB fois cosinus 0. Donc c'est P, c'est, attention, 130 grammes. On va faire fois 10 moins 3. Puis fois G, donc 1 fois G, donc G c'est 9,8. Fois le AB c'est 1,0. La réponse c'est 1,3 joules. Je vous rappelle, respectez les chiffres significatifs. Ici, nous avons deux chiffres. Le plus petit, 1,0. Là, c'est trois chiffres, donc on ne va pas regarder les trois chiffres. On va s'intéresser aux deux chiffres et on va donner la réponse avec deux chiffres significatifs. Cet exemple-là, on finit avec cette notion par un petit bilan. C'est que, comme vous voyez devant vous sur l'écran, la force favorise le déplacement, donc le travail il est moteur si l'angle est aigu. La force, elle n'agit pas sur le déplacement, donc elle n'effectue pas un travail si l'angle est 90 degrés. Et si la force s'oppose au déplacement ou bien résiste le déplacement, c'est-à-dire que le alpha c'est obtus, alors le travail il est résistant. On va maintenant s'arrêter sur un truc très important, le travail du poids. On a fait un exemple sur le travail du poids. On va maintenant généraliser. Le travail du poids. On va imaginer que nous avons cette situation, un objet qui tombe du point A au point B. La question, le travail du poids pendant qu'il tombe de A en B, c'est quoi? Peut-être que selon ce schéma, l'objet il tombe de A en B en suivant ce chemin. D'accord? Donc, il passe d'un point d'une altitude ZA ou bien d'un point d'ordonnée ZA à un point d'ordonnée ZB. ZA et ZB. La question, est-ce que vous pensez que le travail du poids dépend du chemin suivi? C'est-à-dire, s'il est allé de A à B directement, est-ce que c'est le même travail du poids? Ça, c'est la question. Ou bien, s'il est allé de A à B en allant de A à H, puis H à B. On peut imposer n'importe quel trajet pour un objet. Ok? Donc, bien sûr, si on ne le lance pas librement, si on le lance librement, vous avez vu dans le chapitre avant, si on le lance, il va faire une trajectoire qui est plus ou moins parabolique. Mais là, je parle si on impose un trajet à l'objet. Donc, si on impose le trajet suivant allant de A à H, puis de H à B, le travail du poids, est-ce qu'il sera le même que s'il va de A à B directement ou bien s'il va de A à B selon cette portion de parabole? Donc, autrement dit, est-ce qu'il dépend du chemin ou bien ne dépend-il pas du chemin? C'est ce qu'on va essayer d'explorer ensemble maintenant. Donc, on va revenir à la formule principale du travail. Le travail du poids, c'est P scalaire AB.
On va aborder ceci selon deux méthodes. Donc, la première méthode, on va essayer de décomposer AB. Vous savez qu'un vecteur, on peut le décomposer en deux vecteurs, et ça, vous l'avez appris en maths. Donc, on peut dire que AB, c'est AH plus HB, tel que l'angle entre P et HB, c'est 90, ça, et l'angle entre P et AB, c'est 0. P et AH, c'est 0. Donc, on peut dire que P scalaire AB sera P scalaire AH plus P scalaire HB. Car je peux mettre AB entre parenthèses AH plus HB. Puis, ça fait P scalaire AH, car P scalaire HB, c'est égal à 0. Quand nous avons un angle 90, le produit scalaire, c'est égal à 0. Autrement dit, si je fais appliquer la formule P fois HB fois cosinus de l'angle c'est 90, puisque je prends entre P et HB. Donc, il nous reste P scalaire AH. P scalaire AH, c'est P fois H fois l'angle c'est 0 degré. Donc, cosinus 0, c'est 1. Donc, ça fait P fois AH, et le P, c'est M fois G. Maintenant, voyons AH. A, il a une ordonnée ZA. Et H, il a une ordonnée ZB, qui est la même que l'ordonnée de B. Donc, je peux dire que AH, c'est ZA, tout ça, moins ZB. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ZA moins ZH ou bien ZA moins ZB. Alors, ça, c'est la formule qu'on peut retenir. Donc, le travail du poids, c'est mg fois ZA moins ZB. Répondons à la question. Est-ce que vous voyez dans cette formule le déplacement AB? Non. Donc, est-ce que je ne peux pas dire que le travail du poids ne dépend pas du déplacement? Voilà, en fait, oui. Il ne dépend pas du déplacement. C'est-à-dire, s'il a suivi ce chemin, ou bien ce chemin, ou bien ce chemin, c'est le même travail. D'accord? Donc, le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi, il dépend uniquement des positions de départ et d'arrivée, ou bien des positions initiales et finales. Et on peut retenir cette formule, au lieu d'appliquer P scalaire AB, on peut directement appliquer ça en disant que c'est mgZA moins ZB. Cette forme, si vous voulez, de relation, elle est très importante, surtout quand on va aborder la deuxième partie du chapitre qui est l'énergie. D'accord? Donc, essayez de vous rappeler de ça. Eh bien, comme normalement quand on va travailler les exercices, vous pouvez, à la place de faire P scalaire AB et faire tout le calcul, directement mgZA moins ZB. Faites attention, ZA moins ZB, pas ZB moins ZA. C'est pas final moins initial. Le travail pour aller de A à B, c'est ZA moins ZB. D'accord? Là-bas, finalement initial, c'est pour delta. Quand je dis delta énergie, delta longueur, delta vitesse. Donc vitesse finale, ma vitesse initiale. On a travaillé ça le chapitre avant. Delta V, c'est pas V4 moins V3, V4 moins V2, delta V au point 3. Donc c'est toujours final moins initial. Là, c'est non, c'est pas une delta, c'est pas une variation. Là, c'est un travail de A à B, c'est ZA moins ZB. Très bien. Une autre méthode pour aborder la démonstration, alors vous, normalement, vous n'êtes pas responsable de démontrer chaque fois, sauf si on vous le demande. Mais sinon, directement, vous pouvez dire mgZA moins ZB. D'accord? Mais aussi, c'est intéressant de savoir, on peut dire que P scalaire AB, si je suppose que ça, c'est un angle alpha, je peux dire que P fois AB fois cosinus de l'angle alpha. N'est-ce pas? Donc, P fois AB fois cosinus de l'angle alpha. Cosinus de l'angle alpha, si je travaille dans ce triangle AHB, c'est AH sur AB, adjacent sur l'hypoténuse. On simplifie les AB ensemble, ça nous donne P fois AH. On revient à la chose, à la démarche d'avant, mg fois AH, donc mgZA moins ZH, donc mgZA moins ZB. Donc deux méthodes différentes pour démontrer la même chose, que le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Il dépend seulement de l'ordonnée initiale et l'ordonnée finale, bien sûr, et du poids. D'accord? Mettez ça bien dans vos têtes et on passe maintenant à une notion très importante. On appelle toutes les forces dont le travail ne dépend pas du chemin suivi, on les appelle une force conservative. D'accord? Donc ce terme, il est très important. Une force conservative, c'est une force dont le travail ne dépend pas du chemin, est indépendant du chemin. C'est-à-dire le poids ici qu'on vient de mentionner, c'est une force conservative. Prenons cet exemple.
Si le poids est une force conservative, donc j'ai ajouté une trajectoire qui est la trajectoire CA. Supposons que pour aller, imaginez que vous êtes sur je sais pas, dans un parc où il y a ce toboggan et vous descendez et puis vous montez. D'accord? Le travail du poids, c'est pas le même que pour aller de A à B directement? En fait, oui. Et peut-être vous allez dire, mais comment il est descendu plus bas que B? Comment c'est seulement de A à B? Donc, je vais vous expliquer un peu, mais concernant pour attirer plus l'attention sur que le poids est de force conservative, donc on va dire que le travail du poids en allant de A à B, donc le chemin vert, c'est le même que le travail du poids en suivant le chemin C1, le bleu, c'est le même que le travail du poids en suivant le chemin C2. Et que ce soit ce chemin ou ce chemin ou ce chemin, c'est toujours mgza moins lp. D'accord? Conclu? Très bien. Si vous êtes toujours en train de vous poser la question, mais là, l'objet, il est descendu, puis il est monté en B. Donc ça n'a pas fait perdre une quantité au travail du poids puisqu'il est descendu plus bas. En fait, regardez, l'idée c'est que le travail, puisqu'il est algébrique, donc il y a des travail positif, travail négatif. Donc là, quand le poids il descend, le travail il est positif, n'est-ce pas? Car l'angle il est avec. Quand l'objet il monte, le travail est négatif, car l'angle est 180 quand ça monte. Okay? Ou bien l'angle est obtus. Entre le travail qui est P et le déplacement qui est vers le haut, l'angle il est obtus. Donc c'est un travail négatif. Puis il descend beaucoup. C'est un travail positif qui est grand. Puis il remonte, c'est un travail négatif. Donc si on va faire la somme de toutes ces portions de travaux, ils vont se compenser. Et finalement, on va retenir que le travail en allant de A à B. Donc ça, c'est une explication, si vous voulez, physique, pourquoi ça ne dépend pas du chemin. Très bien. Ayant vu les forces conservatives, on va passer maintenant à un autre genre de force. Et je crois qu'on va clôturer ici. Si vous remarquez ces forces-là, la force de frottement, par exemple, ça c'est le palais qui glisse et il y a un frottement. D'accord? La force de tension, un fil qui tient un chariot, donc la force de fil sur le chariot, c'est la tension d'un fil. Ou bien la force qu'on a travaillé 2 chapitres à l'avance, c'était la force pressante. Donc nous avons, disons, une pression d'eau. L'eau, elle fait une pression sur la vitre. Si on peut dire au centre de cette vitre, il y a une force pressante. Et l'eau suppose qu'elle se déplace. On suppose qu'elle se déplace. On va supposer d'ailleurs que tout se déplace d'un certain point A à un certain point B. Je n'ai pas noté ici A et B, mais on va prendre ce cas. Donc, si le chariot se déplace de A à B, si la vitre qui est là, elle se déplace de A à B, et ça, le palais, il se déplace de A à B, le travail de chacun, c'est quoi? Donc, voyons. Le travail de la force de frottement, c'est un travail négatif, car la force, elle est opposée au déplacement, donc l'angle, c'est 180. Cosinus 180, c'est moins 1, donc moins F fois AB, c'est un travail négatif. La tension du fil, elle fait un angle alpha, on va supposer que ça c'est l'angle alpha, avec AB, le déplacement. Donc, on va dire que c'est un travail égal T scalaire AB, donc T fois AB fois cosinus alpha. La force pressante, si le déplacement de A à B, donc dans le même sens que la force, pour changer un peu de la première figure, donc dans le même sens que la force, on va dire que F scalaire AB, c'est le travail, qui est égal aussi à F fois AB. Qu'est-ce que vous remarquez dans ces trois relations? Voilà, je vois que vous avez deviné. On remarque qu'il y a AB dans les trois. Donc, est-ce que AB a été annulé ou bien a été simplifié? Non. Donc, est-ce que le travail de ces trois forces, bien sûr, il y en a d'autres peut-être, mais au moins pour ces trois, puisque vous connaissez ces trois forces, est-ce que le travail de ces trois est un travail, il dépend du chemin? Oui. Alors, ces forces-là, on les appelle des forces non conservatives, puisque leur travail dépend du chemin suivi. Voilà, donc
cette partie est terminée. J'espère que vous avez bien compris et toujours si vous avez des questions ou bien des petits commentaires, les écrire en bas dans la section comments. Et j'espère aussi que vous avez eu cette petite curiosité de savoir ce qui est la suite, donc la notion d'énergie qu'on va voir prochainement dans une deuxième vidéo. Je vous souhaite un très bon temps que vous passez et n'oubliez pas de vous abonner si vous le voulez pour être plus notifié des vidéos que je vais mettre. À bientôt!